Monsieur le Président, merci. Honorables assesseurs, messieurs de la Cour et du tribunal, pardon. À la suite donc de mon cher confrère, je voudrais poser mes quelques questions au client qui n'est pas le moindre, notamment l'accusé colonel Claude Pivy. Bon, avant tout, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais avoir le micro-baladeur? Parce que là, ça me gêne. Débrouillez-vous avec ça. Ils sont partis avec le micro-baladeur. Certainement, il a des problèmes. Voilà, c'est mieux. Merci. Alors, mon colonel. Oui. Je voudrais poser une question. Est-ce que vous êtes à l'aise en vous tenant par devant ce tribunal? Je ne suis pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Je voudrais, avant de continuer, savoir si vous faites confiance en ce tribunal. Beaucoup. Les hommes qui composent ce tribunal vous inspirent-ils confiance? J'ai beaucoup confiance parce que ça, c'est de mon pays. C'est la justice de votre pays. Bien sûr. C'est cela. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi mon confrère qui m'a précédé. Il a posé des questions dans un style beaucoup plus souple. Moi, je vais en mettre de la vigueur, d'accord? Puisque les imputations pour lesquelles vous êtes devant ce tribunal sont d'une gravité extrême. Vous êtes poursuivi, mon colonel, pour des faits très graves. Alors, vous avez besoin, mon colonel, de vous exprimer, de dire tout ce que vous savez autour de cette affaire du 28 septembre. Vous l'avez répondu tout à l'heure que vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Vous n'êtes pas là pour plaire à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'aujourd'hui, votre situation, c'est une situation carcérale. C'est cela la vérité, vous êtes en détention. Bien sûr. Les faits se sont déroulés le 28 septembre 2009, au stade du même nom. Alors, mon colonel, vous avez répondu à mes questions concernant votre sentiment par rapport à ce tribunal. Mais est-ce que vous croyez en l'indépendance, en sa souveraineté? Vous croyez en cela? Oui. Merci. Ça me met très à l'aise. Alors, hier, nous avons assisté à une série de questions qui ont été posées par les avocats de la défense, mais plus précisément par ceux du commandant Toumba, qui d'ailleurs l'ont annoncé dès le début de cette procédure, que le salut de l'un dépendra de la députation de l'autre. Alors, mon colonel, Oui. je voudrais vous demander, le 28 septembre 2009,
dans la matinée, c'est-à-dire à partir de 6 heures du matin, où est-ce que vous étiez le 28 septembre 2009, dans la matinée, très tôt, le matin? J'étais allé à Mania dans Frigadi. Vous étiez donc à Manéa. Oui. Alors, quelle était votre fonction au moment des faits? Qu'est-ce que vous faisiez? Bon, au moment des faits, Quel était votre statut? Quel était votre poste? j'étais le ministre attaché à la présidence. Ministre attaché à la présidence, Oui, chargé de la sécurité présidentielle. bien sûr. C'est cela Bien, qui est donc différent des autres départements ministériels. bien sûr. Vous n'aviez donc pas besoin d'un secrétaire puisque vous releviez de la présidence de la République qui avait tout un organigramme. C'est cela? Bien sûr. Puisqu'on a tâché de vous faire passer pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses attributions au moment des faits. Est-ce que celui-là qui est attaché à la présidence, chargé de la sécurité d'une institution comme la présidence, doit obéir à qui, à part le président? À qui est-ce que vous devriez obéir au moment des faits? C'est le président? Le président. Bien sûr. C'est le président donc qui vous a envoyé en mission le matin du 28 septembre Exactement. à Manéa. Exactement. Alors, mon colonel, est-ce qu'au moment des faits, nous étions dans un régime normal ou est-ce qu'on était dans un régime exceptionnel? On est dans un régime normal. Non, à l'époque, au moment des faits, c'était la transition ou bien c'était un régime normal? Non, c'était une transition. C'était une transition, donc une période exceptionnelle, c'est ça? Bien sûr. Alors, comme nous vivons d'ailleurs actuellement une période exceptionnelle, c'est ça, non? Oui. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des missions qui sont confiées par le président de la République qui ne sont pas exécutées par des officiers de police judiciaire? Vous êtes au courant de ça, non? Bien sûr. Il y a des citoyens qui sont retenus ou détenus à des endroits dont on ignore, vous le savez. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes poursuivis par un ministère public et aussi par des partis civils qui estiment qu'à l'époque, au moment des faits, vous aviez séquestré des Guinéens, vous aviez torturé des Guinéens, mais, fort malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez appris qu'il y a des citoyens guinéens qui sont dans ces situations, malgré que pour vous, on n'arrive pas à apporter la moindre preuve, est-ce qu'aujourd'hui, ce ministère public ne devrait pas réagir, à votre avis, par rapport à ces situations qui se déroulent maintenant? Selon vous, Si, le ministère public devrait réagir il devait réagir. maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mais s'il est silencieux, son silence n'est-il pas coupable? Si, son silence doit être coupable. Voilà. Alors, on va en venir aux questions de forme dans cette procédure, avant d'aller au fond. D'accord? Mon colonel, vous avez déclaré ici devant ce auguste tribunal avoir été entendu par des gendarmes au téléphone. Vous confirmez cette allégation? Bien sûr. Vous confirmez cela? Vous Bien avez sûr. été entendu au téléphone Bien par sûr. des gendarmes. Oui. Donc il n'y avait aucune possibilité qu'un avocat soit présent. Non. Et nous sommes en matière criminelle, hein? Vous le savez. Oui. Alors, ça c'est une des premières failles dans cette procédure.
Vous savez que c'est sur la base de ce rapport des gendarmes que vous avez été poursuivi. Vous le savez? Vous le savez? Oui. Répondez au micro là. Oui, oui, Ok. Vous le savez donc? oui. Alors, vu que c'est sur la base d'un rapport déjà émaillé d'irrégularité que vous avez été traduit devant le tribunal, est-ce que le ministère public, au moment des faits, ne devrait pas solliciter la reprise de cette enquête préliminaire? Est-ce que le ministère public ne devrait pas solliciter cela? Si, il devait reprendre, Devait reprendre, n'est-ce pas? bien sûr. Mais, tout de même, vous avez été reçu par le pool des juges d'instruction. Ils Oui, vous ont également interrogé, n'est-ce pas? oui, Cette fois-ci en présence de votre avocat. bien sûr. Bien. C'était donc pour rectifier le tir. Ceux qui ne rectifient pas totalement le tir, du moment où on se sert de ce même procès verbal entaché d'irrégularité pour vous poser des questions en disant que vous êtes incohérent, que vous confondez les choses ou bien que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non, Donc, on ne devrait pas se servir de ce procès verbal déjà sué pour vous poser des questions. Vous êtes d'accord avec moi? très d'accord. Alors, l'un des conseils du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, dans son impertinence légendaire, a voulu corriger le tir en disant hier que vous étiez celui-là qui aurait loué un hôtel pour y loger des recrues. Mon colonel, ma question est de savoir, est-ce que vous étiez responsable du recrutement? Étiez-vous responsable d'un quelconque recrutement? Non, je n'ai jamais été responsable du recrutement de notre temps. Vous n'avez jamais donc été responsable de? Recrutement. Alors, ma curiosité va très loin, mon colonel. On parle de milice. Mon colonel. Mon colonel. Oui, On parle de milice dans cette affaire. Est-ce qu'une milice est une des composantes de notre armée guinéenne? Est-ce que les milices relèvent de l'armée guinéenne? il y a plus de milices maintenant dans l'armée Il n'y a guinéenne. pas de milice dans l'armée. Guinéenne. Est-ce que selon vous, ce n'est pas de l'imagination? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade du 28 septembre? Ça, c'est une imagination. C'est une imagination. Oui. Malgré que vous ne soyez pas au stade ce jour, mais lorsqu'on vous dit, étant un militaire aguerri, un grand officier de l'armée guinéenne, lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade qui étaient ou qui arboraient le maillot d'un club dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire l'objet de poursuites, puisque le club pourrait bien nous poursuivre, hein. Mais on dit que tous ces milices arboraient un maillot. Mais ce qu'on ne comprend pas, mon colonel, dans Oui. toutes les vidéos que moi j'ai visionnées, je n'ai jamais vu ce maillot. Parce que ce jour, il y avait quand même des représentants de la presse nationale et internationale au stade qui ont filmé. Il y a même certains manifestants qui ont filmé. Mais on ne voit nulle part des personnes qui arboraient ce maillot. Est-ce que, selon vous, le fait de dire cela n'est pas un montage pur et simple? Ça, c'est des montages parce que je n'ai jamais appris qu'il y a des gens qui étaient en maillot même là-bas. Alors, mon colonel,
Oui. On dit également que vous n'étiez pas à Manéa parce qu'il y a certains des prétendus partis civils qui soutiennent que vous étiez au stade. D'autres disent qu'ils vous ont repéré au niveau d'Amdalaï et que vous auriez même pillé des boutiques à cet endroit. Est-ce possible, mon colonel, ce jour du 28 septembre, par hasard, est-ce que vous êtes venu à Amdalaï le 28 septembre 2009? Le 28 septembre, je n'ai pas venu à Amdalaï. Vous n'avez donc pas été à Amdalaï. Ouais. Est-ce que également on vous demande si vous aviez un ordre de mission. Hier on vous a posé cette question. Est-ce que vous aviez un ordre de mission pour vous rendre à Manéa? Est-ce que vous en aviez besoin à l'époque? Non, on ne peut pas avoir besoin à l'époque. Vous n'en avez pas besoin, hein, c'est ça? Oui. Parce que c'est le président qui vous ordonne d'aller traquer des militaires. Voilà. Si c'est à l'intérieur du pays, là, je peux avoir un ordre de mission. Vous ne partiez pas très loin de Conakry, c'est ça? Voilà. Vous n'aviez pas besoin donc d'un ordre de mission. Mission, ouais. L'ordre verbal venant du président était suffisant. Suffisant. Très suffisant d'ailleurs. Ouais. Parce que les actes qui sont posés actuellement, on n'a jamais vu quelqu'un brandir un ordre ici. Mieux que ça, dans le procès verbal du président Dadis, il ressort quelque chose. Lorsqu'il dit qu'il était vraiment dans l'optique de se rendre au stade dans la matinée du 28 septembre, mais qu'il aurait été empêché par Joseph Makambo, paix à son âme, et par le nommé Aboubakar Diakité, dit Toumba. Est-ce que, selon vous, après avoir empêché le président de la République de s'y rendre ce jour au stade, et que par la suite, il ressort des différentes dépositions que lui-même, Toumba, se serait rendu au stade et que c'est lui qui aurait secouru certains leaders politiques ce jour, est-ce que selon vous, mon colonel, il avait un ordre de mission pour se rendre au stade ce jour-là? Est-ce qu'il avait un ordre de mission, lui, Toumba? Non. Parce qu'il n'a pas présenté son ordre de mission également. S'il est parti sauver ou secourir des leaders politiques, c'était de son propre chef, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce qui est curieux, dans la déposition de Elhadj Cellou Dalein Diallo, il dit clairement que c'est lorsque M. Toumba et ses hommes ont fait irruption dans le stade que les coups de feu ont commencé. Ils ont commencé à tirer n'importe comment sur la foule et qu'il y a eu la débandade. C'est ce qui a donc conduit à toute cette tragédie. Alors, est-ce qu'en ce moment, le fait par Aboubakar Diakité alias Toumba de dire devant ce tribunal qu'il était là dans le but de sauver des leaders n'est pas une contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité? Ça, c'est une contre-vérité. C'est donc une contre-vérité selon vous, hein? Lorsqu'il dit que c'est lui qui est parti sauver des leaders, alors qu'il y a un des leaders qui dépose en disant que c'est lui et ses hommes qui ont ouvert le feu sur la foule. Vous ne trouvez pas cela curieux? C'est curieux puisque le leader même était présent, donc ça, c'est curieux. C'est curieux selon vous? Oui. Alors, on vous taxe de ne pas maîtriser vos attributions
en tant que ministre en charge de la sécurité présidentielle. Mais lorsque vous avez donné des détails ici en disant que vous étiez chargé, par exemple, de coordonner les déplacements du président, notamment la sécurité autour de lui pendant ces déplacements. Vous avez même donné l'exemple de l'abbé, n'est-ce pas? Oui. Vous vous êtes rendu à l'abbé, n'est-ce pas, pour, si vous voulez, sécuriser les périmètres avant l'arrivée du président? Oui. N'est-ce pas un de vos rôles en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Ce sont mes rôles. Ce sont vos rôles. Oui. Alors le fait de dire simplement que vous aviez fait cela ne justifie pas que vous connaissiez bien votre rôle en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas la preuve que vous maîtrisiez bien votre rôle? C'est cela, non? Je maîtrise bien mon rôle. Voilà. Est-ce qu'on peut vous taxer d'un ministre qui ne connaissait pas ses attributions? En le disant, est-ce que ce n'est pas de l'injure à votre endroit, mon colonel? C'est de l'injure? C'est de l'injure. C'est un manque de respect, n'est-ce pas? Un manque de respect. Alors, au début de votre déposition, vous aimiez dire souvent mensonge. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Mais le tribunal vous a recadré en vous demandant, ou en vous invitant plutôt, à utiliser le terme contre-vérité. Mais sauf que, mon colonel, je vous apprends que dans notre législation en matière pénale, nulle part dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, le terme contre-vérité n'existe. Ça ne figure pas. Dire qu'il a menti, c'est donc tout à fait normal. Ne revenez pas sur ça, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne revenez pas sur ça. Ça a été l'objet d'incidents ici, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Peut-être que vous n'étiez pas dans la procédure. Je le rappelle, laissez-moi rappeler. Ne revenez pas sur ces termes parce que ça a été l'objet d'incidents ici, tout au début de ce procès. Le terme même avait été retiré par un avocat. Donc, ne revenez pas sur ces trucs-là, s'il vous plaît. Continuez à poser vos questions. Si le tribunal lui a demandé et qu'il a accepté, il est en train de parler de contre-vérité, allez sur cet élan-là, s'il vous plaît. Ne revenez pas sur ça. Ce n'est pas important. Merci, Monsieur le Président. Continuez à poser vos questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Alors, mon colonel. Oui. Est-ce que vous aviez une seule fois, avant le 3 décembre 2009, mis pied au camp de Kaléa? Non, je n'ai jamais été là-bas. Vous n'aviez donc jamais été au camp de Kaléa? Oui. Donc tout ce qui s'y passait, vous n'étiez pas au courant? Je n'étais jamais au courant. Vous n'avez jamais donc été associé à ce qui se passait au camp de Kaléa, c'est ça? Oui. Alors, on a suivi le passage de l'aide de camp d'alors du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a fait des incantations coraniques dans cette salle, malgré qu'elle soit bancale, car la prononciation laissait à désirer, qui a voulu se faire passer pour un érudit, qui maîtrise parfaitement le Coran. Vous, mon colonel, le connaissant depuis son enfance, vous l'avez connu en tant que sage ou fervent musulman? Vous l'avez connu dans ce sens? Qui? Toumba, alias Toumba, Voilà. Abakar Diakité. Est-ce que vous l'avez connu comme un fervent musulman? Comme il a voulu faire croire aux Guinéens et à ce tribunal qu'il était un sage, un érudit? Non, généralement, comme c'est des musulmans. Oui, mais est-ce que vous l'avez connu comme un fervent pratiquant? Ah, je n'ai pas découvert ça. Vous ne l'avez jamais découvert dans ce sens? Oui.
selon vous, est-il un animiste ou un musulman? Ce n'est qu'ici que moi j'ai découvert tout ça. C'est ici que vous avez découvert qu'il était musulman. Non, je sais qu'il était musulman, mais comment on appelle ça? Le Coran, là, moi, c'est ici que moi j'ai su ça. C'est ici que vous avez découvert cela. Voilà. Donc on l'a laissé dire tout ça ici, hein? On ne l'a pas interrompu une fois. S'il vous plaît, une fois de plus, pourquoi vous aimez attaquer le tribunal? Vous devez, s'il vous plaît, vous devez courtoisie et parce que quand vous dites qu'on l'a laissé faire, ça c'est un mot qui est adressé au tribunal. Parce que c'est le tribunal qui laisse les gens parler. Pourquoi vous aimez faire ça? Pourquoi vous ne posez pas des questions sans vous attaquer au tribunal? Le tribunal a laissé M. Diakité le faire. Pour répéter ce que vous avez dit, mais le tribunal a laissé tous les autres accusés dire tout ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas seulement M. Diakité. Tous les autres accusés qui se sont précédés ici, qui se sont suivis à la barre de cette audience, ont dit tout ce qu'ils ont voulu dire, y compris M. Claude Pivy qui est à la barre. On l'a laissé dire tout ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'on vous a interrompu? Non. C'est quand vous avez dit que vous n'avez rien à dire. Ou bien bien que sûr. Le tribunal a commencé à vous poser des questions. Bien. Arrêtez de vous attaquer. Je pense que même dans la loi 014, dans la loi 014, c'est en bonne position que tous les avocats doivent courtoisie au tribunal. C'est ce qui doit être. Donc, des termes à l'encontre du tribunal, le tribunal, je le répète encore, ce tribunal n'est pas un adversaire à une partie. Ce n'est pas un adversaire. Mettez le tribunal, une fois de plus, en dehors de tout ça. Posez des questions, aidez-le. Si vous voulez aider le tribunal, posez des questions qui vont dans le sens de la manifestation de la vérité. Ça, c'est pour toutes les parties. C'est là où vous devez aider le tribunal. Parce que toutes les parties qui sont là, tous les acteurs de ce procès doivent concourir à la manifestation de la vérité. C'est ce qui doit être. Mais ce tribunal n'est pas un adversaire à quelqu'un. Vous devez arrêter cela. Quand on vous donne la parole pour poser des questions, posez des questions. Mais mettez le tribunal en dehors de ça. Vous aimez trop attaquer le tribunal. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, posez des questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses si cela a irrité la sensibilité de votre auguste posez des questions. Tribunal. Merci, Monsieur le Président. Je continue donc. Mon colonel. Oui. Alors, est-ce que vos éléments portaient des signes distinctifs de ceux des autres militaires? Non. Donc, tous vos éléments étaient des bérets rouges, c'est cela? Une fois, comme j'avais bien dit, une fois qu'au niveau du régiment ou au niveau de la présidence, là, tout le monde est obligé à porter le béret rouge. Le béret rouge. Personnellement, sauf les éléments de colonel Tebro qui portaient le béret vert. D'accord. Alors, lorsque, parmi les partis civils, en l'occurrence, le président Elhadji Cellou Dalein Diallo a fait une telle déclaration en identifiant et en décrivant la scène qui s'est déroulée, notamment le fait par le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba et ses hommes de faire irruption dans l'enceinte du stade ce jour et de se mettre à tirer sur la foule, d'accord, en créant toute cette débandade, causant ainsi des centaines de morts, s'il faut le dire, mais aussi toutes ces atrocités qui ont été commises ce jour au sein du stade. Est-ce que cette déclaration
à votre avis, parce que vous n'avez jamais été identifié par une des parties civiles, comme quoi vous étiez dans l'enceinte du stade. Parce que ceux qui disent que vous étiez là, disent que vous étiez à côté du stade, en face du stade avec vos hommes. Mais ils ne disent pas que vous étiez dans l'enceinte du stade, ils ne disent pas que vous aviez tiré sur quelqu'un. Quelle est la question? Est-ce que le fait, par El Hadj Cellou Dalein, de faire cette déclaration ne constitue pas une preuve de l'implication du commandant Aboubakar Diakité dans cette affaire du 28 septembre? N'est-ce pas la preuve qu'il est impliqué? Ah, comme ça c'est l'une des preuves. C'est l'une des preuves. Oui. Parce que vous êtes allé demander au président capitaine Dadis, est-ce que c'est lui qui avait ordonné à Aboubakar Diakité Ditumba de se rendre au stade? Vous lui avez posé cette question, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, il m'a dit qu'il n'en sait rien. Qu'il n'en sait rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne lui a jamais donné l'ordre de se rendre au stade. Bien sûr. S'il est allé au stade, parce que moi ça m'intéresse, s'il est allé au stade ce jour, est-ce que ce n'était pas dans l'optique de saper l'élan qu'avait pris le CNDD d'alors? Est-ce que ce n'était pas dans ce but? Je ne parlerai pas de complot, mais est-ce que ce n'était pas dans le but de saper ce que vous aviez entamé comme réforme, comme projet de développement dans ce pays? Ce n'était pas dans ce but, selon vous? Effectivement, c'est pour cela que j'ai demandé que s'il y a eu des militaires qui sont partis là-bas, c'est pour salir notre élan. C'était pour salir donc votre élan. Voilà. C'était donc pour vous retirer le pouvoir, en quelque sorte, c'est ça? Absolument. Parce que lorsque vous dites ici que vous étiez dans l'optique de protéger le pouvoir du capitaine Dadis, est-ce que vouloir protéger le pouvoir du capitaine Dadis constitue une faute en tant que soldat? Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Oui. N'aviez-vous pas protégé le pouvoir du général Lansana Conté lorsqu'il était presque à l'agonie? Vous l'aviez fait. On a toujours protégé comme ça, Voilà. les différents chefs d'État. Et pendant les 11 dernières années également, n'est-ce pas, vous l'avez fait? Je l'ai toujours fait. Merci. Alors, donc par rapport toujours aux déclarations du capitaine, du commandant Aboubakar Diakité Ditumba, lorsqu'il dit dans cette salle qu'il voyait des anges dans cette salle, est-ce que selon vous, un être humain fut-il surhumain a la possibilité de percevoir un ange avec ses yeux? Est-ce que cela est possible? Ça, ce n'est pas possible. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, qu'il est un spécialiste en enfumage? N'est-ce pas la preuve qu'il est un spécialiste en manipulation? Vous êtes d'accord avec moi que cela est une preuve de la manipulation humaine? Je suis d'accord avec vous. Parce que, sauf par extraordinaire, Dieu, dans toutes les religions, dit que l'être humain ne peut pas voir un ange. Ça, c'est clair. Alors, mon colonel, vous savez qu'on vous accuse ici de séquestration, hein? Vous le savez? Je sais. On est allé jusqu'à se constituer témoin dans cette salle en disant qu'on a assisté à l'interrogatoire musclé de mon grand-père, Feu Doura Chérif, dans votre bureau. Est-ce que cela est vrai?
Moi, je connais ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, je n'ai jamais le fait. On est allé également dans cette même salle jusqu'à dire que vous aviez fait irruption chez des présumés narcotrafiquants et que vous auriez emporté tout ce qui était là-bas comme numéraire. On a dit en devises, dollars, euros, et que c'est vous et le colonel Kegoro qui auraient également procédé à l'enlèvement de tout ce qui était granit, tout ce qui était gravat sur les chantiers de M. Kalo. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable de ces faits? Moi, je ne suis pas coupable de ça. Je n'ai jamais fait ça. Vous n'avez donc jamais fait ça? Oui. Parce qu'on a voulu attirer l'attention du tribunal sur ces faits en disant qu'il cherchait à faire un raccordement entre des faits qui précèdent les événements du 28 septembre et les événements dits du 28 septembre. C'est-à-dire qu'on cherchait à faire un raccordement. Vous comprenez? Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable une seule fois de pillage? Moi, je n'ai jamais pillé. Vous n'avez jamais pillé un Guinéen? Non. Vous vous êtes jamais rendu chez M. Kalo? Mais comme il est vivant, il n'a qu'à le faire si. Il n'a qu'à venir témoigner s'il m'a vu une fois chez lui. Oui, de toutes les façons, nous ne sommes pas là pour le dossier Kalo, nous sommes là pour les événements du 28 septembre. Mais puisqu'on a invité ce dossier dans cette salle, il faudrait que moi, en tant que votre conseil, que je vous repose la même question pour éclairer la lanterne du tribunal sur ces faits. Vous comprenez? Bien. Donc, vous n'avez jamais fait irruption chez Kalo en emportant des numéraires. Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez jamais fait irruption chez lui? Non, je n'ai jamais été chez lui. Vous n'avez jamais commis de pillage chez lui? Je n'ai jamais commis de pillage. Chez lui, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez jamais torturé Doura Chérif, paix à son âme? Paix à son âme. Vous ne l'avez jamais torturé? Plus grand jamais. Vous n'avez jamais séquestré Elhadj Daouda Cissé, le diamantaire? Non. Vous ne l'avez jamais fait? Jamais. Tout ça a été dit dans cette salle, hein? Vous ne l'avez jamais fait? Je n'ai jamais fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche alors, mon colonel? Il y a des citoyens guinéens qui disent avoir été victimes de pillage, que vous auriez attaqué leur commerce en emportant d'importantes sommes d'argent et aussi des biens matériels, ok? Ces citoyens, pour certains, ils disent ne vous avoir pas vu sur les lieux, mais qu'on les a dit, on les a remonté que c'était les hommes de Pivi. Est-ce que vous aviez des hommes à l'époque qui procédaient à ces genres de pratiques et que, en toute connaissance de cause, vous avez pris l'initiative de protéger ces personnes? Est-ce que vous aviez dans vos rangs des hommes qui posaient de tels actes? Non. Jamais, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Alors, je voudrais vous poser une question sur le président très sympathique Moussa Dadis Camara, mon capitaine. Je voudrais que vous me décriviez en un mot ou deux si, mon colonel, vous me suivez? Je vous suis. Ma question est la suivante. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, que vous connaissez depuis votre enfance, vous l'avez dit dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez connu à Zéro-Corée avec vos frères. Oui. Est-ce que le capitaine Dadis que vous connaissez est une personne généreuse, loyale et sincère, ou bien c'est une personne cruelle, une personne tentée
par la violence. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est l'une de ces personnes? Non, quand même, le président Moussa Dadis Camara, il est toujours une personne généreuse, une personne gentille et patiente. Très patiente. Il n'a pas jamais été une personne cruelle. Merci. Alors, hier, vous aviez commencé à donner la technique d'approche que le commandant Toumba a utilisée, notamment pour approcher le capitaine Dadis. Comment est-ce qu'il a procédé? Quel a été le pont, si vous voulez, de liaison entre les deux? Comment c'est arrivé entre le capitaine Dadis et commandant Toumba? Expliquez-nous un peu. Comme je l'ai dit hier, j'ai dit, quant à moi et lui, on se connaît très longtemps, parce que c'est nos élèves, mais entre lui et le capitaine Dadis, c'est à travers moi et non seulement à travers la maladie de sa maman, que quand il m'a vu au BQG un matin, il s'est approché de moi et dit: ah, maître, j'ai maman qui est gravement malade, il faut m'aider pour que je puisse avoir accès au capitaine Dadis. J'ai dit: ah non, il n'y a pas de problème. J'ai dit: bien, on va aller. Où est les ordonnances? J'ai dit: donne. J'ai pris l'ordonnance avec lui. On est allé voir le capitaine. À l'époque, il était au carburant. Je lui ai posé le problème. J'ai dit: ah, vraiment, tu vas m'excuser. Vous savez, tu ne peux pas découvrir tous mes élèves. Voilà un de nos élèves. Donc, il a un problème. Sa maman est gravement malade. Vraiment, pour que vous allez venir à notre aide. Le capitaine n'a pas beaucoup discuté parce qu'à l'époque, tout ce que je lui posais, franchement, il m'a accepté. Donc, il a regardé l'ordonnance. Je crois, bon, je ne sais pas la somme auquel il a donné. Bon, ça, je n'ai même pas regardé la somme parce qu'il a donné une enveloppe au commandant Toumba. Il dit: bon, vraiment, va faire part à notre maman. Et on est sorti. Moi, je suis parti maintenant vers le bureau du sport et il s'est retourné. C'est comme ça d'abord que j'ai mis la liaison. Et ce jour-là, maintenant que chaque fois, il partait saluer le président Dadis, bonjour ou bonsoir, ainsi de suite. C'était comme ça, en gros. Donc, c'est à travers cette technique qu'il a pu approcher le président Dadis, n'est-ce pas? Par ça seulement. Ça, c'était sa première stratégie. Oui. Alors, lorsque il s'est agi du remplacement de feu général Lansana Conté, puisque vous l'aviez dit hier, hein, le président était mourant et tous les Guinéens savaient que d'un moment à l'autre, il allait nous quitter, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, vous aviez tenu des réunions avant le décès du président Conté? Lorsque, après ma mission de porte-parole, donc, j'étais maintenant beaucoup en collaboration avec la garde rapprochée du président, paix à son âme, Conté. Donc, il y avait un certain temps, il m'invitait à assister à certaines réunions parce que le vieux était déjà fatigué. Et donc, eux, ils avaient beaucoup confiance en moi. Et beaucoup, c'est mes classes. Beaucoup fait partie de classe 85. Donc, et sachant que quand même, durant tout notre scénario qu'on avait fait, je ne les ai pas fait du mal. Je ne les ai pas répondu. Le mal qu'ils ont agi sur moi, moi je n'ai pas retourné le mal sur eux. Parce que moi j'avais toujours pensé que ce sont mes classes. Parce que dans l'armée, la situation de classe, c'est respecté quand même parce que vous portez le même culotte avec tes amis. Voilà, tout juste. Et encore, le respect que j'ai donné au feu père, le général Conté, parce que
le jour où je suis rentré dans son palais, j'étais accompagné du colonel, maintenant il est colonel Guilavogui, que j'ai pris sa main, je dis, toi tu m'accompagnes. Parce que c'est l'un de mon chefs de groupe. Je dis, toi tu m'accompagnes. Ça trouvait que j'étais déjà devant le palais. On a encerclé le palais complètement. Tous les gardes il avait quitté. Sa garde présidentielle avait quitté. C'est bien, c'est bien. Voilà. Maintenant, ma question, c'était de savoir, est-ce que, avant le décès du général Conté, vous aviez tenu des réunions pour parler éventuellement de son remplacement en cas de décès? Non, on a tenu une réunion. Ça s'est fait à la Camayenne ici. À la Camayenne. Et quelles sont les personnes qui étaient présentes à cette réunion? Non, même le capitaine était présent. Toumba était présent. Non. Lequel? En ce moment-là, il ne pouvait même pas s'approcher là-bas. Ah, donc, lorsqu'il dit devant ce tribunal qu'il y a eu des réunions auxquelles il a pris part avant même la prise du pouvoir, est-ce que c'est vrai cela? Peut-être ça, c'est entre les chefs de groupe au niveau de Canfer là-bas. Mais au niveau central, comme je vous dis, ça c'était entre moi et les officiers de la garde présidentielle de Conté, vivant en ce temps-là d'abord. Donc on tenait des réunions entre nous, avec même son fils faisait partie, Ousmane Conté. J'étais le seul qui était quand même le représentant au niveau de tout Canfer. Donc, par rapport à ces réunions, il n'a jamais pris part à aucune de vos rencontres, c'est ça, hein? Non, il n'a jamais pris part de ça. Il ne pouvait même pas s'approcher de vous à l'époque. Non, à l'époque, ce n'était pas la peine. Il ne pouvait pas s'approcher de vous. Vous pouvez demander... Attention. Il ne pouvait pas s'approcher de vous à l'époque. Vous pouvez demander, j'ai toujours dit que l'armée est mon témoin. Vous pouvez demander certains militaires de l'époque. Parce que, mon colonel, nous étions très jeunes au moment des faits, mais une chose est certaine. Avant le décès du général Conté, est-ce qu'il y avait un militaire dans ce pays beaucoup plus populaire que vous? Est-ce qu'il y en avait? C'est-à-dire les dernières heures du général Conté. Est-ce qu'il y avait un militaire en Guinée qui avait beaucoup plus de renommée que vous? Bon, s'il y en avait, moi, ce qui reste clair, la population peut être mon témoin. La population guinéenne d'abord peut être mon témoin. Plus maintenant l'armée en personne pourra être mon témoin aussi parce que je n'étais pas caché. J'étais quelqu'un qui était dans toutes les, dans la rue, dans les quartiers pour traquer les malfaiteurs tels que à l'enseignant barrage, une fois où il y a eu des malfaiteurs qui ont poignardé des gens, des vieilles femmes, où je suis parti les sauver à 4 heures du matin. Ce jour-là, c'était encore l'un de l'histoire de ma vie, où les vieilles femmes ont mis des pagnes sur la route jusqu'au goudron pour que je marche là-dessus pendant la pluie, là, parce que je les ai sauvés. J'ai pris les 3 bandits qui les faisaient la vie difficile du quartier à l'enseignant barrage. De là-bas, on m'a déclaré encore ici, le papier même est venu jusqu'à la présidence ici, au niveau de Ratoma. C'est à Ratoma où encore, on dit, il y a une forêt derrière Ratoma où les bandits étaient plus de 30 qui dormaient là-bas. C'est moi qui est parti offenser là-bas et j'ai dégagé les bandits là-bas. J'ai pris un des bandits où la population a jugé nécessaire de le brûler. J'ai dit non, excusez-moi, on va le filmer, mais on ne le brûle pas, on le dépose au niveau d'une gendarmerie qui est près. J'ai tout fait ça. Alors, vous savez, moi personnellement, je vous suis très reconnaissant, mais est-ce que, après avoir posé tous ces actes, vous qui avez secouru des Guinéens, qui a contribué à dénicher ces bandits, ces malfrats qui étaient retranchés dans cette forêt ou qui auraient secouru ces femmes, d'accord?
est-ce que vous, mon colonel, vous êtes capable de commettre les atrocités dont il est question? Est-ce que vous êtes capable de tirer sur des Guinéens? J'ai toujours dit que moi, je n'ai jamais sorti l'arme contre un Guinéen. Si je dois prendre quelqu'un, moi, j'utilise ma force et ma technique. Je ne touche même pas l'arme. Alors, vous savez, cette technique d'enfumage a eu son effet, hein? Vous le savez, c'est-à-dire le fait de venir raconter des contre-vérités à cette barre en se faisant passer pour un héros, c'est-à-dire c'est celui-là qui a donné le pouvoir au capitaine Dadis. Est-ce que ce jour-là, un soldat qui n'était même pas officier à l'époque, qui n'avait aucune troupe, est-ce qu'il était à même de peser contre vous, face à vous ou face aux autres officiers qui étaient là? Est-ce qu'il pouvait dire mot ce jour-là? Comme j'ai toujours dit, concernant le pouvoir de Dadis, c'est moi qui devais me plaindre qu'eux, ils m'ont fait du tort. C'est bon de dire ça aujourd'hui. Je peux dire qu'eux, ils m'ont fait du tort. Ce commandant Toumba et même le lieutenant, le capitaine Marcel et leur suite, ils savent, ils m'ont fait du tort. Ils le savent. C'est moi qui a fait la plus grande souffrance était sur moi. C'est Dieu qui m'a aidé. Si aujourd'hui on est là, Dieu merci, c'est pas grave. Vous savez, lors de cette mise en scène devant ce tribunal, il a déclaré qu'au moment où lui, il était en train de se battre pour, si vous voulez, obtenir l'unanimité de tous les militaires au camp, que vous étiez là, vous demandiez à être choisi comme président. Est-ce que cette déclaration est vraie? C'est pas vrai. Si moi je voulais le pouvoir, j'aurais pris ce pouvoir-là avant Dadis, avant le capitaine Dadis. Il le sait. Ils sont assis ici. Si moi je voulais le pouvoir, c'était le jour où je suis rentré sur le général Conté, paix à son âme, j'aurais pris le pouvoir. Parce que le vieux, ça c'était à mon âme et conscience, il m'avait dit, il dit, mon fils, l'hélicoptère est là, aidez-moi pour que je trouve dans mon village à Gbantama, vous les militaires, ce que vous voulez faire, vous allez faire. C'est moi qui ai dit non, papa, vous resterez toujours président, parce que vous méritez. Nous, on n'est pas méchants jusqu'à ce niveau, parce que c'est vous qui nous avez mis dans l'armée. Je suis un ami inséparable de votre fils, Ousmane Conté. Je dis, moi, mon devoir, ma mission principale, c'est de signer ce document pour les militaires. Si moi, j'étais l'ambition de pouvoir, j'aurais pris le pouvoir là, avant même qu'on parle du capitaine Dadis ou de Sekouba, général Sekouba. Voilà. Merci, mon colonel. Alors, est-ce qu'à l'époque, au moment du CNDD, lorsqu'il était question de traquer des militaires armés qui avaient déserté ou qui sémaient la terreur dans la cité, est-ce qu'il était possible de mettre un gendarme ou un policier sur une telle mission? Est-ce que c'était possible de mettre un gendarme ou un policier sur une telle mission? D'accord. Ici, ce n'est pas pour me lancer de fleurs. Le temps où je faisais cela, mais il y avait tout, il y avait la gendarmerie ici, il y avait la police ici. Mais je vous ai toujours dit que le peuple sera mon témoin. Et le peuple est mon témoin. Même eux, les agents, ils sont mon témoin. Personne ne pouvait oser sacrifier sa vie face à un bandit qui a une main armée si ce n'était pas moi, Claude Pivi. Donc au moment des faits, vous étiez le plus apte
ou le plus à même d'accomplir une telle mission, c'est cela? J'ai été toujours ou non? apte. Oui ou non? Oui. Voilà. Alors, mon colonel, on a parlé également de consignes. Hein? On disait hier que vous auriez ignoré des consignes données par le chef d'état-major d'alors, interdisant aux militaires, aux hommes en uniforme, de porter leur tenue et de se balader dans la rue à Conakry, c'est-à-dire le jour du 28 septembre. D'accord? Est-ce Oui. que vous releviez du chef d'état-major d'alors? Est-ce que vous releviez de lui? Moi, je ne relève pas du chef d'état-major, je relève du président. Vous releviez donc du président? Oui. Les consignes données par le chef d'état-major, est-ce que ces consignes-là, vous étiez dirigé à l'époque? Non. Donc ces consignes ne vous étiez pas destinées, c'est ça? Ce n'était pas destiné à mon niveau. Ce n'était pas destiné à vous ni à vos hommes. Oui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez été à Manéa ce jour. C'est ça justement. Avec votre équipe. Bien sûr. Pour accomplir une mission spéciale du président. Spécialement pour le président. Pour le président, n'est-ce pas? Oui. Parce que vous releviez du président, c'est cela? Directement. Merci. Alors, nous allons revenir sur les horreurs parce que on a l'impression de faire passer par devant ce tribunal votre incohérence. Ils disent qu'il y a une incohérence dans vos propos. Étant militaire de formation, est-ce que l'heure ou la maîtrise de l'heure est un sujet qui vous préoccupe? Reprenez la question. Je voudrais dire, est-ce que lorsqu'un militaire dit par exemple, je suis arrivé tard la nuit, est-ce qu'il a forcément besoin de connaître l'heure à laquelle il est arrivé? Non, bon. C'est pour ça que je dis que je suis rentré tardivement. Vous êtes rentré donc tardivement à Conakry. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voulait forcément écrire que vous êtes arrivé à 22 heures, qu'on vous a amené à dire 22 heures? Est-ce que ce n'est pas 22 heures? Est-ce que ce n'est pas 23 heures? Est-ce que c'est à 21 heures que vous êtes arrivé? Est-ce que ce n'est pas du genre, des questions de ce genre qu'on vous a posées? Bon, justement. C'est comme ça qu'on vous a demandé. Voilà. Mais néanmoins, monsieur, je suis rentré après le président. Après le président. Voilà. Ben, vu que le président est arrivé d'ailleurs dans les bandes de 0 heure, ça veut dire que vous êtes arrivé plus tard vers 1 heure, 2 heures. Voilà. Vous n'aviez donc pas la maîtrise du temps, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas la maîtrise. Puisque vous étiez en mission commandée, c'est ça? Oui. Alors, vous demandez donc au tribunal d'écarter cette horreur, n'est-ce pas? C'est ça, je demande Merci. cela. Mon colonel, alors, je reviens toujours sur les contre-vérités qui ont été administrées pour enfumer l'intelligence ou la religion du tribunal. Est-ce que, mon colonel, celui-là qui a eu le courage de débarquer et de reconnaître ici, par devant ce tribunal, chez l'homme d'affaires reconverti aujourd'hui en politicien, Elhadji Mamadou Sylla, de mettre toute sa famille en hold-up, ensuite s'emparer de biens matériels. Il est venu reconnaître ça ici, par devant ce tribunal. Est-ce que celui-là, selon vous,
n'est pas un parfait coupable de pillage, parfait coupable de vol, parfait coupable de toutes ces atrocités, selon vous, ce n'est pas un parfait coupable? Ah, ça passait lui-même qui a déclaré donc être parfait coupable. Alors, sans tenir compte des propos blasphématoires, notamment les anges sont dans cette salle, et toutes les incantations coraniques tirées par les cheveux, on nous a fait croire ici qu'il y avait un certain Foromo dans l'équipe. Parce qu'on a d'abord commencé l'enfumage par les versets coraniques, faire croire que nous étions un saint des saints. Nous sommes un pieux, quelqu'un qui adore Dieu, mais plus loin, puisque on le dit souvent dans notre jargon que le crime n'est jamais parfait, c'est la même personne qui nous déclare ici qu'il y avait un certain Foromo et que c'est ce dernier qui aurait procédé. Oui. Je veux me mettre en l'aise. L'audience est suspendue. La main, je ne voyais pas.